9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure Philippe de l'info média du jour. L'AFP, l'agence France Presse, se lance dans le podcast. Enfin, vous allez me dire, il manquait plus que, pas si évident, pour une agence d'information dont les clients sont des médias et non pas des particuliers. Mais, avec un réseau de journalistes déployés sur 151 pays, l'AFP couvre l'actualité en 6 langues, en texte, en photo, en vidéo et donc maintenant en audio. Son podcast hebdomadaire s'appelle 2020 et le dernier épisode est justement l'épisode 20, ça veut dire 20 en français. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing en charge des contenus audio à l'AFP. D'abord, pourquoi se lancer dans un tel format et pourquoi seulement maintenant ? Se lancer dans l'audio, ça paraissait assez évident parce que le marché de l'audio explose. Les usages sont vraiment hyper croissants sur toutes les plateformes de consommation d'audio, que ce soit sur les applications de podcast, que ce soit sur les sites médias. Ouais. Et donc, l'AFP étant un acteur majeur de l'industrie des médias en France, on ne pouvait pas passer à côté de la tendance. D'accord, mais alors pourquoi seulement maintenant ? Seulement maintenant parce que on a en fait, il y a déjà eu de l'audio à l'AFP. En fait, c'est ça qui est intéressant de rappeler, c'est que on a déjà dans les années 80-90 fait des piges, notamment pour des radios à l'époque surtout. Et puis c'est des produits entre guillemets qui se sont avérés peut-être très rentables, qu'on a arrêtés. Et aujourd'hui, avec le boom du podcast et de la variété des usages audio, on se repose la question dans un nouveau contexte de marché pour relancer ces nouveaux sujets. Mais c'est à destination. Pardon, je vais y arriver. C'est à destination de qui ? C'est des particuliers ou des médias eux-mêmes ? Alors, la spécificité de 2020, de ce premier projet de podcast hebdomadaire, c'est que c'est en accès direct, ce qui est un petit peu orthogonal pour l'AFP. Mais en réalité, ça a plusieurs justifications. Ça nous permet d'explorer, d'apprendre beaucoup. Alors, c'est pas juste une expérimentation, c'est un super projet très abouti aux standards de qualité de l'AFP, mais ça nous permet aussi d'apprendre en faisant, d'apprendre du format pour les journalistes qui travaillent dessus, d'apprendre de la distribution du podcast pour les gens comme moi qui regardent un petit peu le marché et comment ça se passe, d'aller à la rencontre aussi d'acteurs de start-up comme la société Ocha qui héberge notre podcast depuis peu de temps, qui est une boîte française basée à Lille. Donc, ça nous permet aussi de rencontrer tous ces gens-là, d'apprendre plein de choses, édito, commercial, marketing, distribution. J'adore apprendre des nouveaux marketing. Ça veut dire quoi dans le langage marketing orthogonal ? Ça veut dire que par rapport à la position de l'AFP et à l'identité de l'AFP qui est de fournir de l'information à ses clients qui sont des médias. Avoir une petite partie de ces contenus de temps en temps qui sont exposés de manière directe au public, ça participe pour l'AFP d'exposer sa marque, de montrer que on a une super couverture de l'actualité aux États-Unis, qu'on a des super photos qu'on peut mettre parfois sur Instagram. Voilà, c'est cette logique-là d'aller montrer notre travail au plus grand nombre. D'accord. Donc ça s'appelle 2020. Vous parlez des États-Unis. Racontez-nous le fond de l'affaire. Qu'est-ce qu'on entend quand on écoute 2020 ? Alors, à l'origine, 2020, c'était l'année 2020, l'année de la présidentielle américaine. Quand on a pensé le programme, c'était un petit peu le parti pris éditorial des équipes à Washington et avec la coordination à Paris. Entre-temps, il s'est passé le Covid. Et donc, du coup, l'épidémie a un peu écrasé, a mis en pause la campagne présidentielle. Ça et le fait que, au même moment, la primaire démocrate, qui était un peu l'un des premiers fils à tirer dans l'histoire de la présidentielle, s'est un peu arrêtée parce que Biden a gagné le Super Tuesday et Bernie Sanders s'est retiré assez vite. Donc on a perdu d'un côté un des premiers fils de l'histoire de la campagne et l'épidémie est arrivée. Et puis il y a une deuxième actualité qui a écrasé tout. Le dernier épisode de 2020, c'est le 20e, c'est un hasard, est consacré à Marion Gray Hopkins. Qui est-elle ? Son fils Gary avait 19 ans en 99 lorsqu'il a été tué par la police en rentrant de soirée et depuis, elle se bat contre les violences policières. Évidemment, plane sur cette affaire la mort de George Floyd qui nous ramène 20 ans en arrière. Gary was a fun-loving kid. Gary was loved by everyone. He was very, very humorous. Gary was a up-and-coming rapper. L'extrait est très court parce que c'est en anglais. Le type qu'on entend rapper, c'est justement le fils de Marion Gray Hopkins qui parle de son fils, jeune rappeur en devenir, aimé de tous, dit-elle. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas traduire ?
Alors, on a diffusé cette interview en 2 langues. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Le podcast est en français chaque semaine. Simplement, cet épisode, on s'est dit que entendre la voix de cette maman dans sa langue maternelle était hyper intéressant et participer un peu de l'émotion autour de cette interview. Alors, c'est pas qu'un sujet d'émotion, c'est un sujet de fond, mais il y a de l'émotion dans la voix. Donc, non, mais je veux dire par là, puisque vous vous intéressez au marketing, que ça réduit considérablement votre cible, parce qu'il faut être fluent English. Alors, tout à fait, mais on a plutôt vu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a diffusé en premier le podcast en langue française, donc avec une interview doublée, et très rapidement dans la même journée, on a rediffusé un épisode un petit peu à part par rapport à 2020 qui est en langue anglaise. Alors on vient d'entendre un témoignage, mais également du reportage, comme dans l'épisode précédent. Au cœur d'une manifestation Black Lives Matter, on est devant la Maison Blanche. Il est 18h20 et le couvre-feu débute dans 40 minutes. Il y a de plus en plus de monde devant la Maison Blanche. Et les manifestants disent qu'ils sont pacifiques. Et là, les manifestants sont en train de courir. En fait, les policiers sont en train de charger. Et il y a des... Oh là là, mais il y a des... Oh. Ça y est, ils sont en train de charger. Ah oui, c'est pas le podcast qui est fait depuis une chambre de bonne ou en studio. Là, on est vraiment au cœur de l'action. C'est un podcast qui est porté par un journaliste à Washington, installé à Washington. Il s'appelle Antoine Boyer. Ouais. Il était journaliste à l'AFP avant ce podcast-là. Et il avait déjà fait des premiers épisodes qui s'appelaient Fragments d'Amérique. Alors c'était sur un rythme mensuel, c'était un petit peu différent, c'était un petit peu plus making of, coulisses. Alors évidemment, je cite son nom, il le fait pas tout seul, il le fait avec d'autres collègues. Vous savez quoi ? On va les entendre justement. Écoutez, il y a beaucoup de contributions. Un grand merci à Laura Hakoun, Salima Belladj, Lucie Aubourg, Brigitte Dussault, Hervé Rouache, Laurent Nicolas, Colline Salois, Lucas Schwab-Thaler et Michaela Cancela-Kiefer, ainsi qu'aux équipes des réseaux sociaux et de la vidéo de l'AFP. Il y a besoin de tant de personnes pour votre podcast. Qui sont tous ces gens ? Alors, la réalité, c'est que la production de l'épisode repose beaucoup sur les épaules d'Antoine Boyer, qui est la seule personne dans l'équipe qui est dédiée à temps plein à ce projet-là. Après, il se fait évidemment beaucoup aider par ses collègues, par le bureau de Washington notamment, qui valide les sujets avec lui, valide les angles, et puis il est aussi beaucoup aidé par ses collègues de la photo, du texte, de la vidéo à Washington, pour les traductions, pour parfois partager des sources. Enfin, voilà, c'est un travail à la fois collectif, mais qui est beaucoup porté par Antoine, qui fait un énorme boulot chaque semaine. Et c'est là où on voit la force de l'AFP à cause de son réseau. Pourquoi vous avez choisi le thème de la présidentielle américaine justement pour ce premier podcast ? Parce que c'est un sujet rassembleur international, c'est la plus grosse actu mondiale, si j'ose dire. On sait en général que tous les 4 ans, c'est un sujet qui va faire parler dans le monde entier. L'élection d'un président américain, ça a des impacts sur, si on prend le cas de la France, sur les relations diplomatiques que la France et l'Union européenne, au sens large, vont avoir avec les États-Unis. Ça a des impacts commerciaux. Je vous raconte pas ce qui se passe avec la Chine en ce moment. Donc voilà, ça a des impacts partout. Et ça tombe bien, nous, on est partout. Donc quand on fait un épisode juste avant ceux que vous avez passé sur la situation comparée en Chine pendant l'épidémie, où on a le chef du bureau de Pékin qui participe à l'épisode, c'est aussi ça la force de l'AFP, de pouvoir mobiliser son réseau pour, en partant d'un point de départ qui est celui de l'actualité vue depuis Washington. Il y a une chose dont on n'a pas parlé évidemment, c'est le modèle économique, puisque tout ceci est gratuit. Donc comment vous faites pour vous y retrouver ? On va l'entendre. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Attentive à l'évolution des usages des contenus audio de ses clients, l'AFP explore le format podcast et présente son premier podcast. On en parle ce matin dans Culture Média, Philippe, avec notre invité Laurent Nicolas, responsable marketing en charge des contenus audio de l'AFP. On parle de premier podcast, mais est-ce qu'il y en aura un deuxième ou est-ce que ce podcast 2020 est un coup d'essai ? Alors c'est un coup d'essai. Ou un one shot ? Alors c'est ni l'un ni l'autre. C'est que, on le considère pas comme un one shot. On n'exclut pas d'avoir d'autres programmes. Simplement, c'est pas une finalité pour l'agence de continuer à avoir une bibliothèque de podcasts en accès direct. Pour en faire d'autres, il faudrait réunir plusieurs conditions. Il faudrait qu'il y ait un intérêt à traiter un sujet
en audio versus le faire en texte, en vidéo, en photo. Il faudrait qu'évidemment il y ait une valeur ajoutée de l'AFP à traiter un sujet par rapport à d'autres médias. Ouais. Et puis il faut évidemment des conditions économiques. Est-ce que le podcast est rentable ? C'est pas parce que c'est un format qui est innovant et un peu alléchant qu'on peut se permettre de faire du podcast à perte pendant des années. Donc il y a aussi ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte pour continuer à faire de futurs podcasts. Parce que je le rappelle, c'est gratuit et vous produisez déjà du contenu gratuit sur Internet. Vous avez une chaîne YouTube qui compte plus de 640 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette chaîne et quel est son but ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve tous les jours des formats essentiellement courts, pas uniquement, mais plutôt des formats assez courts. Par exemple, hier, on avait des images prises au Mexique pendant le tremblement de terre où on voit les gens dans la rue un petit peu paniqués, qui regardent les feuilles d'arbres qui commencent à bouger. On a ce genre de choses, un petit peu hard news comme on dit, des choses chaudes, de l'actualité chaude. On peut avoir aussi des éléments un petit peu plus au reportage, un petit peu plus montés, ce qui est plus rare pour l'AFP qui fournit plutôt des choses brutes d'habitude. Donc voilà, on expérimente, en vidéo d'ailleurs comme en audio, on expérimente des formats qui sont ceux que nos clients médias développent eux aussi pour toucher des audiences plus jeunes sur des canaux numériques. Et donc, en faisant ça, on apprend des enjeux de médias comme Europe 1, comme les chaînes de télé, etc. Mais est-ce que les vidéos qu'on voit sur votre chaîne YouTube sont les mêmes que celles que vous vendez aux chaînes ? Alors, dans les vidéos qu'on voit sur la chaîne YouTube, il peut y avoir des images qui sont aussi réutilisées dans certains produits vendus par l'AFP. Simplement, la production commercialisée par l'AFP en vidéo est essentiellement des choses qui sont différentes. J'espère, parce que sinon, le patron de chaîne qui paye pour avoir un contenu qu'il peut trouver gratuitement sur YouTube, il se sent un peu floué. C'est évidemment pas le but. Et en réalité, il n'y a pas de pivot stratégique de l'AFP, de volonté d'aller directement au contact de ses audiences. On a vocation à rester dans notre rôle d'agence, simplement pour, encore une fois, travailler un petit peu la notoriété de nos métiers dans toutes les lignes, soit texte, photo, vidéo et maintenant audio. On a vocation de temps en temps montrer une petite partie de notre travail en accès direct. Mais ça reste des exceptions. Et de la même façon, il y a un compte Instagram AFP Photo, 603 000 abonnés. Là aussi, ce sont des images que vous vendez ou pas à des rédactions ? Alors c'est un bon exemple parce que la photo qu'on va mettre sur Instagram, on va la mettre alors évidemment parce qu'il y a un lien avec une actu forte, on la publie sur Instagram le jour où elle est en écho avec une actualité très forte, mais on va aussi la choisir pour des critères esthétiques. Peut-être qu'on va mettre beaucoup en avant des photos qui ont eu des prix. Vous savez, tous les ans il y a des prix décernés aux photos de presse, pas uniquement aux photos de presse, mais donc voilà, on va faire un peu ce choix-là. La ligne éditoriale du compte Instagram de l'AFP n'est pas la ligne éditoriale de la production photo intégrale de l'AFP. Et donc c'est aussi un travail un peu de notoriété et d'exposition de la qualité de la production photo de l'AFP. Et si je suis bien informé, sur votre compte Insta, elle est en plus basse résolution que ce que vous vendez aux journaux. Oui, c'est ça. C'est que le but, c'est pas de distribuer gratuitement des choses qu'on vend par ailleurs. Ouais. Le but, c'est vraiment de montrer, d'ouvrir une petite fenêtre au grand public sur le reste du travail de l'agence. L'essentiel, l'immense volume de production qui est vendu tous les jours est l'effet en très haute résolution, dans plein de formats différents, pour des usages professionnels que font les médias tous les jours. Vous parlez de la qualité technique, et vous en avez parlé tout à l'heure d'un mot. Vous avez développé votre offre podcast Je reviens au son avec Ocha. C'est quoi Ocha ? Ça s'écrit A-U-C-H-A. A-U-S-H-A. S-H-A, pardon, et non pas comme je donne à manger au chat. Qu'est-ce que c'est Ocha ? A-O-U-S-H-A. C'est ça. C'est une entreprise assez récente, française, qui est basée à Lille. C'est vraiment des passionnés du son et des contenus audio en général. Donc, ce qu'ils proposent sur le marché, c'est d'héberger votre podcast et de fournir différents services autour de cet hébergement. Et donc, nous, historiquement, les premiers projets audio de l'agence étaient hébergés un petit peu pour des raisons historiques sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud, qui est très connue des musiciens, qui est un très gros acteur de l'hébergement de la musique en ligne. Et donc, on avait nos premiers projets audio sur cette plateforme-là. SoundCloud, ça reste très bien pour le podcast, mais on voulait des usages un petit peu différents, notamment sur le suivi des statistiques d'écoute. Et donc, on a fait le choix d'Ocha, qui est une super boîte, qui est en croissance, qui est française, ce qui est aussi important. C'est pas le seul critère, mais c'est important pour l'AFP. Justement, vous parlez de statistiques d'écoute, parlez de notoriété. À quoi ça sert de diffuser pour vous du contenu gratuit, que ce soit audio, photo ou vidéo, alors que votre modèle économique, c'est de vendre votre travail à des rédactions ? En fait, vous le dites un petit peu dans votre question. La raison pour laquelle on le fait, c'est
surtout des sujets de montrer notre travail au plus grand nombre. Et il pourrait se trouver que dans ce plus grand nombre, il y ait des décideurs d'entreprises médias à l'étranger. Le compte Instagram, les légendes du compte Instagram sont en anglais, par exemple. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore clients de l'AFP, des médias à l'étranger, qui verraient nos photos, qui se diraient tiens, dites donc, ça fait beaucoup de déperdition, parce que si vous avez 603 000 abonnés en espérant draguer un patron de presse, ça fait quand même tout ça pour ça. Je schématise, c'est pas uniquement le but, mais voilà, ça participe de la notoriété et un peu de la promotion du travail de l'agence. Et puis voilà, c'est la même logique que pour l'audio et la vidéo, c'est que encore une fois, aller au contact direct des audiences comme le font nos clients médias, ça nous permet de mieux nous mettre dans leur pompe, de mieux comprendre leurs enjeux et de mieux les servir in fine. Vous pourriez créer une sorte de banque audio pour les médias, comme vous avez une banque de photos et une banque de vidéos? Alors, c'est pas des choses qui sont tranchées, on y réfléchit. Ça ferait sens pour l'AFP, encore une fois, dans son rôle d'intermédiaire, de fournisseur de matières brutes, plutôt que de faire à la volée plein de podcasts en accès direct, mais plutôt de fournir de l'audio à l'industrie, aux médias. C'est pas simple, c'est pas hyper évident à construire comme offre. Simplement, oui, les usages de nos clients des contenus audio explosent, et pas que les radios, pas que Europe 1, tout le monde fait du podcast et des contenus d'information audio. Donc demain, ces gens qui font de l'audio pourraient avoir besoin d'une interview prise en Corée du Nord, parce que nous, on est en Corée du Nord. Oui. D'un son de manifestation à Hong Kong, parce qu'on a couvert les manifestations à Hong Kong de manière vraiment remarquable toute l'année. Donc voilà, c'est des choses qui sont peut-être pas faciles à récupérer pour des gens qui font de l'audio à Paris ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Laurent Nicolas, responsable marketing en charge des contenus audio à l'AFP. Donc je rappelle, 2020, c'est le premier podcast hebdomadaire de l'agence France Presse. Et merci d'avoir été avec nous, venu faire du son ici sur Europe 1. Merci encore.